Alors, quand on a fait le plan de ce symposium, l'agenda, et qu'il a fallu discuter entre qui fait la différence entre le PLLA et le PDLA, ou bien la technique de pause avec prédilatation, moi j'ai choisi tout de suite la technique de pause et j'ai laissé le PLLA à Bernard. Vous comprendrez pourquoi. On se demande pourquoi, oui. Voilà. Donc la technique de pause, donc voici mon relation d'intérêt. D'abord, je vous montrerai le cas le plus simple, le cas idéal, hein, c'est-à-dire c'est la lésion des nouveaux, qui peut être courte, inférieure à 15 mm, à ce moment-là, on le traitera avec un 18 mm, qui peut être un peu plus long, avec un stent de 28 mm, absolument non calcifié, et ça, c'est, si vous devez retenir quelque chose sur cette présentation, c'est ça, absence de calcification. Une lésion non bifurquée, on verra que c'est techniquement possible, mais le cas typique, c'est non bifurqué, non thrombotique, sur un vaisseau compris en diamètre entre 2,5 et 3,5, et chez un patient jeune ou d'âge moyen. Voilà, ça c'est le cas le plus simple. En voilà un, 46 ans, syndrome coronarien aigu, bonne fonction ventriculaire gauche, monotronculaire de l'évia proximal, la bifurcation est derrière, la lésion est assez courte. Ça, c'est l'angiographie. Donc, la technique est la suivante. Prédilatation systématique. Le vaisseau est évalué, comme tout IVA, les majorités IVA proximales, au moins à 3,5 mm. Donc, on fait une prédilatation agressive avec un ballon de 3,0. On n'hésite pas à le monter assez haut pour être sûr que l'artère cède. Ensuite, on avance le BVS de 3,5 par 18. On le délivre progressivement, en augmentant de 2 atmosphères toutes les 5 secondes, jusqu'à une pression de 12 atmosphères. Le résultat obtenu est le suivant. Ça peut être considéré comme bon, mais l'affaire n'est pas finie. Il faut systématiquement repasser avec un ballon, si possible non compliant, 3,5 mm, plus court que le 18 mm du scaffold. Et là, on le monte à 24 atmosphères de pression pour être sûr que les mailles sont correctement apposées. Et voilà le résultat angiographique que l'on obtient en face et en face crânienne. Donc voilà le cas le plus typique. C'est simple, ça ne pose pas de problème particulier. La seule exigence, c'est il y a plusieurs exigences, c'est un correct sizing des vaisseaux. Deuxième exigence, éviter les calcifications. Troisième exigence, c'est prédilatation systématique. Quatrième exigence, post-dilatation systématique. Pardon? La post-dilatation, ici, on l'avait faite à 18 ou 20 atmosphères. Voilà, sur des non-compliants, hein, toujours. Hein. Voilà, étant donné que le 3,5, on peut monter jusqu'à 4,2 mm. Voilà. Cas le plus classique, on enlève le guiding cathéter et le patient revient, vous voyez, il n'y a pas eu d'OCT. L'OCT n'est pas systématique. On le recommande sur les premières implantations pour comprendre ce que l'on fait, mais une fois qu'on a compris la technique d'implantation, l'OCT n'est pas systématique. Deuxième cas clinique qui est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on a une lésion longue, ou bien avec dissection après la première, qui nécessite un deuxième scaffold. Et là, c'est le problème de l'overlap, comment implanter 2 BVS en évitant à la fois, d'une part, un overlap trop important, trop long, et d'autre part, éviter de laisser un gap entre les deux. En sachant que le problème difficile, la difficulté vient du fait que les marqueurs, qui ne sont pas noirs, hein, voilà, ces marqueurs métalliques, ils ne sont pas longs. C'est du platine, c'est pas mal. Hein. Donc, en sachant que le marqueur n'est pas sur le bord proximal ou distal du scaffold. Et ça, c'est la difficulté. On a ce 0, globalement 0,5 mm, qu'il va falloir anticiper. Donc, c'est un patient à la fois de nouveau assez jeune, syndrome coronarien aigu, peu importe l'histoire clinique, avec une lésion critique du segment moyen de la coronaire droite et une lésion assez longue. Hein. La plaque part d'ici, le segment proximal, vous voyez, est athéromateux là, la distalité est également athéromateuse.
Donc on fait une prédilatation avec un ballon de 3. Voilà le résultat après prédilatation avec une image de dissection. Et on va avancer à ce moment-là un absorbe de 3.0. On a hésité longtemps avec un 3.5. Là, il y a deux options. Ou 3.5, on met à basse pression, ou 3.0, en sachant qu'on pourra le monter à 3.1, à 3.7, 3.8. Là, c'est un 3.0 que met depuis 28. Vous voyez, marqueur proximal, marqueur distal. Pareillement, on va le délivrer à 2 atmosphères par 2 atmosphères toutes les 5 secondes. Et puis ensuite, on va amener un ballon. Il y avait un trait de dissection sur l'ostium. Donc on a prédilaté, on a post-dilaté avec un ballon non compliant de 3.5, le 3.0. On a prédilaté avec le même ballon le segment proximal. Et puis on a mené un BVS de 3.5 par 18 mm. Alors là, la question, c'est comment réaliser cet overlap. Alors il y a quelque chose qui est vraiment une technique qui est la technique clé, c'est le stand boost. Stand boost si vous avez Philips ou technique similaire si vous avez un autre système d'imagerie. Pourquoi? Parce qu'avec le stand boost, on va voir très très bien, à la fois par exemple ici, le marqueur proximal du BVS qu'on a installé en distalité, on le voit très bien ici, et puis on va voir ici les deux marqueurs du ballon, marqueur proximal, marqueur distal, et les deux marqueurs du BVS, donc ici, marqueur proximal, marqueur distal. Si effectivement, sur le stand boost, on positionne le stand dans cette position, c'est-à-dire avec superposition des deux marqueurs, le proximal du BVS distal et le distal du BVS proximal, ici, on va avoir un overlap qui sera supérieur à 1 mm. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'un stand boost, bon, là, on réalise qu'on est trop distal, on va retirer progressivement le ballon pour individualiser les 3 marqueurs. C'est-à-dire le marqueur proximal du BVS distal, ici, c'est toujours le même, il n'a pas bougé. On a retiré le ballon, donc ici on a le marqueur distal du ballon, qui est le gros marqueur radioplaque, et ici vous avez le marqueur distal du BVS. Et il faut avoir individualisé les 3 marqueurs. Ce qui fait que dans cette position, quand on était superposé, si vous calculez 0,5 mm ici, puis 0,5 mm là, vous allez avoir un overlap qui va être au-delà sans doute d'1 millimètre. Si par contre vous retirez et vous reprenez ces 3 marqueurs, vous les voyez de façon bien définie sur la scopie, sur le stand boost, et globalement il faut aligner ces marqueurs avec un angle d'à peu près 60 degrés par rapport à l'axe du vaisseau. On a à ce moment-là un overlap qui va être minime. Et à ce moment-là, vous pouvez délivrer l'absorbe. Alors qu'est-ce que ça donne en OCT? C'est là que c'est intéressant. Ce que je vous raconte, à l'overlap, tout ça, il faut que vous compreniez que les 20 premiers scaffolds que l'on a mis comme ça, une fois sur deux, on avait un overlap qui était trop long. On l'a compris au fur et à mesure de l'expérience. Donc là, ici, on a l'OCT sur le stand distal. Le stand distal, il est là, il est en vert. Et le BVS proximal est en blanc. Voilà. Donc vous avez le 28 mm, vous avez le 18 mm. L'overlap, il est dans cette zone. Donc ici, vous avez l'aire de section pour vérifier que le BVS de 3,0 post-dilaté à 3,5 est bien apposé. Donc ça, c'était correct. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on fait le pullback, que l'on approche de la zone d'overlap, vous voyez ici, on est vous voyez, moins d'1 millimètre avant la zone d'overlap. Et vous voyez ici uniquement une seule couche de maille du scaffold. Vous retirez à peine un poil, vous voyez ici l'aire de section au niveau de l'overlap. Ici, vous avez les 2 couches bien individualisées des mailles du stand. Ces 2 couches auront été post-dilatées avec le ballon de 3,5 mm non compliant aux environs de 18-20 atmosphères, pour répondre à la question précédente. Donc ici, on est pile sur l'overlap. Et lorsque l'on va, vous voyez ici, aller un petit peu plus loin, donc globalement on est à moins 1 mm, on récupère une couche unique qui est celle du scaffold proximal. Donc en utilisant cette technique du stand boost, vous voyez qu'on arrive à un overlap qui est minime. Lorsque vous avez l'échelle ici en millimètres, vous voyez que ça correspond à 1 à 2 mailles maximum d'overlap. Donc ça, c'est la technique
Et si vous répétez cette technique, mais au départ, il faut vraiment le contrôler avec l'OCT, autant les lésions simples, l'OCT n'est pas nécessaire systématiquement, autant sur ce type d'overlap, de lésions longues, à mon avis, il vaut mieux le contrôler par OCT. Voilà le résultat en géographique final après post-dilatation. Alors pour résumer, il faut une bonne sélection des lésions et éviter les calcifications à tout prix. 2, prédilatation systématique. 3, le largage progressif du stent, 2 atmosphères par 2 atmosphères pendant 5 secondes. Une post-dilatation systématique avec un ballon non compliant, systématiquement. Un stent boost ou méthode similaire, systématique, lorsque vous avez 2 stents à poser, pour éviter un overlap trop long. Et le contrôle OCT, s'il est recommandé sur les premières implantations, n'est pas systématique par la suite. Voilà, je vous remercie. Vos questions à Jean Fajadet. Merci Jean. Une petite question pour en revenir sur la post-dilatation. Certaines équipes utilisent des post-dilatations très agressives avec des inflations très hautes, voire utilisent des ballons dédiés pour aller jusqu'à 35 atmosphères. Est-ce qu'on a une idée de l'intérêt ou est-ce que c'est sécuritaire de faire de la post-dilatation avec des ballons de très haute pression? Je ne sais pas du tout. Là je n'ai pas cette expérience. On utilise les ballons de très haute pression, les ballons OPN, pour les lésions indilatables ou très calcifiées, mais c'est essentiellement en prédilatation. Alors ça, c'est un ballon qui peut être utilisé. Mais alors là, on sort des indications, c'est-à-dire on prend une lésion ou calcifiée ou qui peut être indilatable, une lésion fibrotique. Vous prenez un ballon non compliant, 24, rupture du ballon, la sténose est toujours là. Qu'est-ce que l'on peut faire? Le cutting balloon, le rotablator, ou bien utiliser ce type de ballon SIS OPN qui peuvent monter à 35 atmosphères avec un petit indéflator spécial. Et effectivement, en prédilatation, pourquoi pas? Mais ensuite, en post-dilatation, ça, je n'ai pas expérience de haute pression. En tout cas, ce qu'on peut monter très simplement à des pressions de 22-24 atmosphères, à condition de ne pas dépasser le diamètre autorisé, sans problème particulier. Have you any comment on the effect of very high pressure balloon, 30-35 atmosphere, on the risk of rupture? Is it safe or not? Yeah, it's all about volume, diameter, not about pressure. So if you have a non-compliant balloon that you can reach 50 atmospheres and you still not grow, then go ahead. The struts do not get squeezed. The polymer is very hard, so you cannot squeeze it. So any pressure will work as long as you do not exceed diameter. J'ai la réponse. Thank you very much. Autre Oui, question? il faut quand même pas oublier qu'on a un certain nombre de ballons non compliants qui ne sont pas totalement non compliants. Oui. Deuxièmement, le profil de ces ballons n'est pas très bon, donc faire attention en passant. Il y a une question. Oui, une question sur les artères calcifiées. Est-ce que vous les évitez complètement ou est-ce que ça vous amène à utiliser par exemple plus de rotablator? Alors, comment vous dire? Pour être honnête, on en fait. C'est toujours pareil, avec l'expérience, on pousse l'enveloppe un peu plus loin. Mais je pense qu'il ne faut pas le recommander. Techniquement, c'est faisable. Le risque que l'on peut avoir, c'est de ne pas ouvrir l'artère correctement pendant la prédilatation, même après rotablator. Quand c'est très calcifié, le rotablator, souvent ça ouvre le côté non calcifié. Mais sur la calcification, parfois ça ne fait pas grand-chose. Et ensuite, le ballon, on risque d'avoir une séance résiduelle importante. Alors ensuite, il y a un deuxième risque, c'est que vous ayez un problème pour avancer le scaffold au niveau de la calcification. Troisième problème, si vous utilisez des hautes pressions sur une lésion calcifiée, particulièrement si c'est excentrique, faire attention au risque de perforation de votre côté, sur le côté opposé. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux, en tout cas au départ, les éviter. Charles? En pratique, qu'est-ce que tu fais
quand tu te rends compte à l'OCT que l'overlap est trop important? Alors. Non, mais celle-là, je peux y répondre. Hein. C'est plus facile que le LLA ou le PDLA. Non, alors, si vraiment on a un overlap, bon, alors on sait qu'on a 600 microns en aire de section. Donc là, je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est insister avec le ballon non compliant. Dans le dernier cas, par exemple, 3,5 mm, monter à 20 atmosphères, et essayer de le laisser pendant 1 à 2 minutes gonfler, si le patient peut le tolérer. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Alors après, est-ce que ça a un impact? Peut-être on en discutera plus tard sur la durée du traitement diaphragme plaquettaire, les doses au départ, même dans le premier mois. Parce que lorsqu'on regarde dans le registre GHOST, par exemple, les risques de thrombose, c'est la première semaine. Hein. Donc c'est là que se posent les problèmes. Alors est-ce qu'il ne vaut mieux pas, pendant la première semaine, doubler les doses de Plavix? Nous, c'est ce que l'on fait, mais c'est totalement empirique. Ou bien prendre des nouveaux antiagrégames plaquettaires. Voilà. Mais compléter la postdilatation. Techniquement, c'est ça. Monsieur le Président.